Une voix pour ceux qui n'en ont pas. Une lutte contre la Chine de plus de 7 décennies pour ma terre et mon peuple. Le 17 mai 1959, je me suis glissée par le portail du palais du Nordbulinga, dans l'air sombre et glacé de la nuit, déguisée à l'aide d'une chouba, la tenue laïque que l'on porte au Tibet. C'était le début de plus de 6 décennies d'exil, loin de ma terre natale. Certes, les germes de mon besoin de fuir avaient été semés lors de l'invasion de mon pays par la Chine communiste en 1950. Mais l'événement qui a précipité mon départ s'est produit le 10 mars 1959, quand les tensions qui montaient à Lhasa, la capitale, ont débouché sur un soulèvement populaire. À la suite de l'invasion, pendant presque 9 années, j'avais tenté de trouver une sorte d'accord avec les Chinois communistes pour le bien-être de mon peuple. Mais c'était une tâche impossible. Quelques jours après mon départ, l'armée populaire de libération chinoise a bombardé la ville. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire tragique que ma patrie et mon peuple ont vécu entre la seconde moitié du XXe siècle et le début XXIe. Depuis que j'ai été forcée de m'exiler en Inde en 1959, la cause du Tibet et de son peuple a été ma tâche principale. J'approche à présent ma 9e décennie. Le problème du Tibet n'est toujours pas résolu et ma patrie subit encore la loi répressive des Chinois communistes. Au Tibet, les Tibétains continuent d'être privés de leur dignité en tant que peuple, ainsi que de leur liberté de vivre conformément à leurs désirs et leur culture, comme ils l'avaient fait pendant plus d'un millénaire avant 1950. Étant donné que n'importe quelle expression de l'identité tibétaine est aujourd'hui considérée comme une menace par les nouveaux dirigeants du Tibet, le danger existe que l'on puisse, au nom de la stabilité et de l'intégrité territoriale, tenter d'effacer notre civilisation. Ce livre est essentiellement un récit de plus de 7 décennies d'interactions que j'ai eues avec les dirigeants successifs de la Chine communiste pour le compte du Tibet et de son peuple. Il est aussi un appel à la conscience du peuple chinois, dont une grande partie partage avec nous un patrimoine spirituel, le bouddhisme Mahayana, que j'appelle la tradition sankrite, et plus largement à la communauté internationale afin qu'ils se préoccupent de la situation désespérée du peuple tibétain. Nous traversons une crise existentielle. La survie d'un peuple ancien, de sa culture, de sa langue et de sa religion est en jeu. En tirant les leçons de ma longue période d'engagement avec Pékin, ce livre aspire aussi à avancer quelques suggestions sur ce que pourrait être le chemin à suivre. Étant donné que notre lutte est celle d'un peuple avec une longue histoire de civilisation indépendante, elle se poursuivra, si nécessaire, après mon vivant. Le droit du peuple tibétain à disposer de sa patrie ne pourra pas lui être éternellement dénié. Pas plus que son aspiration à la liberté ne pourra être indéfiniment écrasée par l'oppression. L'histoire nous enseigne clairement la leçon suivante. Si vous rendez les gens malheureux de façon permanente, vous ne pouvez pas obtenir une société stable. Contrairement à toutes les autres missions que je me suis choisie, la responsabilité de la nation et du peuple tibétain m'a été confiée dès l'instant où j'ai été reconnue comme le Dalai Lama. À l'âge de 2 ans, elle a été officialisée en 1950, quand je suis devenue le dirigeant temporel du Tibet à 16 ans. Depuis, j'ai porté dans mon cœur le devoir de protéger le Tibet et son peuple, ainsi que notre culture, et je continuerai tant que je serai en vie. À cet engagement principal viennent s'en ajouter d'autres, que j'ai pris en considérant qu'ils faisaient partie de ma mission dans la vie, comme promouvoir des valeurs humaines fondamentales fondées sur une approche universelle ou séculière de l'éthique, nourrir la compréhension et l'harmonie entre les religions, encourager une appréciation plus profonde de l'ancienne sagesse et du savoir ancestral de l'Inde. Dans ces domaines, je suis heureux d'avoir pu apporter quelques contributions tangibles à travers des conversations prolongées, l'écriture de livres et de nombreuses visites dans tous les pays. Dans le cas du Tibet, ma responsabilité principale est aussi la plus intime. Cela a été beaucoup plus difficile. J'ai fait de mon mieux, continuellement, pour ouvrir la porte à un accord négocié avec les communistes chinois
qui ont envahi mon pays en 1950. Il y a eu 3 périodes de dialogue intenses dans les années 1950. Quand je résidais au Tibet, en tant que jeune dirigeant, dans les années 1980, quand Deng Xiaoping, le dirigeant chinois, a ouvert la Chine, et durant la première décennie de ce siècle. Dans tous les autres aspects de ma vie et dans tous les autres domaines de travail, j'ai interagi avec des gens qui ont démontré leur engagement en faveur d'une vision partagée, une ouverture à la confiance et qui avaient l'honnêteté d'exprimer leurs pensées même en cas de désaccord, ainsi que la volonté de s'impliquer vraiment et d'apprendre. Mais sous la direction des communistes chinois, du président Mao Tse-tung au président Xi Jinping, au cours de la période actuelle, la situation a malheureusement été très différente. Je me suis souvent plaint du fait que les dirigeants communistes chinois ont juste une bouche pour parler, mais pas d'oreille pour écouter. Prenez par exemple le livre blanc sur le Tibet, publié par le gouvernement chinois en mai 2021. Le document commence par une déclaration selon laquelle, après l'invasion chinoise de 1950, le peuple du Tibet s'est libéré pour de bon des chaînes de l'impérialisme envahisseur et s'est lancé sur le chemin radieux de l'unité. Et affirme qu'aujourd'hui, les Tibétains jouissent d'un environnement social stable et d'une prospérité économique et culturelle. D'après ce récit, depuis la libération pacifique du Tibet par la Chine communiste, la nation tibétaine et son peuple ont suivi une trajectoire ascendante, continue vers la liberté, la prospérité et la satisfaction au sein de la famille de la République populaire de Chine. Si cela avait été vrai, à n'importe quelle période depuis l'invasion, comment expliquer la résistance continue des Tibétains et le ressentiment qu'ils éprouvent depuis plus de 7 décennies devant la présence chinoise? Il semble que la Chine communiste détient une réponse simple. C'est à cause des activités séparatistes de la clique du Dalai. Ils font référence à notre longue campagne non violente pour la liberté de notre peuple et à nos efforts pour sauver notre langue, notre culture, notre écologie et notre religion unique. Nous, les Tibétains, sommes le peuple qui a traditionnellement habité le plateau tibétain depuis des millénaires et nous avons tous les droits de continuer à être les gardiens de notre propre patrie. Le problème du Tibet n'est pas une question de développement économique, dont nous reconnaissons qu'il est considérablement amélioré depuis la libéralisation économique de la République populaire de Chine. Le problème, c'est qu'un peuple a la nécessité et le droit d'exister avec sa langue, sa culture et son héritage religieux distinct. Étant donné que les habitants du Tibet n'ont pas la possibilité de s'exprimer librement, depuis que je suis partie en exil en 1959, c'est en particulier à moi que revient d'être la voix des sans-voix. Si notre objectif demeure l'obtention d'une solution négociée qui satisfasse les deux parties, il requiert d'abord que les Tibétains et les Chinois s'assoient autour d'une table pour discuter. Mais en attendant qu'une telle solution négociée soit trouvée, nous, les Tibétains qui vivons dans le monde libre, avons la responsabilité morale de continuer à parler pour le compte de nos sœurs et nos frères restés au Tibet. Pour faire cela, ce n'est ni anti-chinois ni du séparatisme. De fait, loin de nous séparer, faut être honnête et ouvert, et le seul moyen de créer les bases sur lesquelles chaque côté sera en mesure de comprendre et de répondre aux besoins de l'autre. Ce n'est que lorsque nous aurons créé une atmosphère où les deux parties peuvent se parler et négocier librement qu'un accord durable pourra émerger. Nous avons eu la chance d'avoir tellement d'amis de par le monde qui ont affiché leur solidarité pour nous et pour notre cause. Des gouvernements, surtout au niveau parlementaire et des institutions internationales à travers le monde libre, ont fermement soutenu notre approche qui vise une véritable autonomie pour le Tibet. À moyen terme, entre l'indépendance chérie des Tibétains d'une part et d'autre part, la réalité actuelle sur le terrain qui dénie la gestion ou la moindre capacité de décision au peuple tibétain dans sa propre patrie. Plusieurs résolutions ont été adoptées par les Nations Unies, par le Parlement européen et par de nombreux pays, particulièrement aux États-Unis, où l'on a voté des lois importantes en plus des résolutions. Nous avons particulièrement eu de la chance
d'être si généreusement accueilli par l'Inde et de bénéficier de son soutien constant et de celui de son peuple, notamment de la part des gouvernements qui se sont succédés depuis que je suis arrivée en Inde en tant que réfugiée. Du premier Premier ministre de l'Inde, Pandit Jawaharlal Nehru, jusqu'à celui qui occupe ce poste aujourd'hui, Narendra Modi, l'Inde n'a jamais fléchi dans l'hospitalité, la générosité et le soutien qu'elle a accordé aux réfugiés tibétains, à moi-même et à nos efforts pour éduquer notre jeunesse et reconstruire notre culture et nos institutions en exil.